Salut, salut. J'espère que tu vas bien, que hier t'as passé une bonne journée. Donc il y a eu pas mal de développements cette nuit. Donc on va aller voir un petit peu tout ça. Ce qui se passe, c'est surtout l'escalation, enfin, la situation qui empire au Moyen-Orient. Et on va voir un petit peu que ça a eu quelques impacts sur les marchés. Enfin voilà, donc on va commencer. J'ai pas grand-chose à voir aujourd'hui. On va aller faire un petit tour justement, alors de voir un petit peu ce qui se passe sur tous les marchés. Comme d'habitude, on va aller voir l'impact que la situation au Moyen-Orient a eu sur le marché de manière générale, tous les marchés nationaux et le marché des monnaies et ainsi que le marché des cryptos parce que c'est un petit peu ce qui nous intéresse. Ensuite, on fera un petit point sur le Bitcoin et si on a le temps, on fera un petit tour des alts, voir un petit peu ce qui s'y passe et s'il y a des opportunités à saisir pour l'instant. Donc, sans plus attendre, eh bien, on va commencer. Donc, les premières choses que je voulais pointer, c'est un petit peu ce qui se passe en Asie, sur l'oil, enfin, faire un petit peu une overview de tout ce qui se passe sur les marchés, hein. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cet article-là qui condense un petit peu tous les développements qu'il y a eu cette nuit sur les marchés. Donc il y a eu évidemment, c'était à attendre une réaction sur le prix du pétrole qui a poussé vers le nord un petit peu pour reprendre un petit peu, on va voir un petit peu, après on regardera les charts, on verra que l'oil a rebondi sur un support majeur euh, qui, euh, qui fait sens hein, quand on regarde la situation au Moyen-Orient. Donc si t'as pas suivi, l'Iran a envoyé des roquettes sur Israël, beaucoup de roquettes sur Israël. Enfin, les Israéliens ont dû se cacher dans des bunkers et se protéger. Donc voilà un petit peu, c'était une réponse un petit peu à l'attaque terrestre que Israël a envoyée au Liban. Donc voilà, donc c'est de très mauvaise augure tout ça un petit peu. Et donc les marchés réagissent et notamment le pétrole, comme je viens de le dire qui nous a fait une petite réaction vers le haut. C'est pas surprenant, les investisseurs se disent que eh bien, la situation au Moyen-Orient euh, commence à... Enfin, commence. La situation au Moyen-Orient porte beaucoup de risques et donc du coup, vu que le Moyen-Orient fournit beaucoup de pétrole, c'est normal que le prix du pétrole monte en réponse à cela. Ensuite, le dollar qui, lui, pour le coup, monte aussi. Donc, c'est aussi à attendre, hein, dans le sens où, eh bien, si les investisseurs voient du risque, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sortir des assets à risque, dérisquer, n'est-ce pas? Et donc, du coup, quand ils dérisquent, eh bien, en fait, ils vendent leurs assets contre du dollar, et donc, du coup, ça pousse le dollar vers le haut. Donc, on va voir, c'est un petit peu ce qui s'est passé, pas à des niveaux, comment dire? Pas des niveaux inquiétants, mais en tout cas, cette réaction est tout à fait visible et on va le voir aussi sur les assets à risque que la réaction inverse est elle aussi visible pour le coup. On avait identifié hier que eh bien, les assets à risque étaient allés vers le haut et que les investisseurs risquaient. Sur les dernières 24 heures, on observe le développement inverse, hein, où bien les investisseurs observent du risque, notamment un risque de Troisième Guerre mondiale, et donc du coup, eh bien, ils dérisquent. Et donc on va observer le phénomène inverse d'hier, donc DXY qui augmente, pétrole qui augmente, et assets à risque qui, eux, pour le coup, prennent un coup dans les genoux. Voilà, ensuite, qu'est-ce que je voulais souligner sur cet article-là? Voilà, donc l'Iran qui, euh, qui explique que, eh bien, ils ont fini de tirer sur Israël, je ne sais pas pourquoi ils les informent, mais, euh, mais voilà, enfin, du coup, Israël a dit qu'ils allaient répondre, donc c'est juste, je voulais souligner ça pour montrer que, eh bien, la situation au Moyen-Orient n'a pas fini de se développer, du tout même. Ensuite, on a eu sur le calendrier économique, on a eu les chiffres de l'économie américaine. Donc, pour être plus précis, on va aller voir ça tout de suite. L'ISM, voilà, l'ISM Manufacturing qui est sorti exactement au même niveau que ce qu'on avait la dernière fois. Donc, encore une fois, hein, je l'avais déjà expliqué la dernière fois, mais si on voit un PMI au-dessus de 50, ça veut dire que la manufacturing economy, donc l'économie de manufacturing, je perds mes mots, je fais des anglicismes, je suis désolé, bon, c'est comme ça. Donc, ça veut dire que l'économie s'étend, l'économie ouais, manufacturing. Bon, je perds mes mots, c'est pas grave. 7 ans. Donc en vrai, enfin, si on veut voir une économie américaine qui va bien, on veut voir des chiffres au-dessus de 50, ou en tout cas des chiffres augmentés. Donc pour l'instant, on s'attendait à une augmentation. L'augmentation n'a pas suivi, donc on est en retard comparé à ce qui était attendu, mais le chiffre n'a pas bougé par rapport au mois dernier. Autre chiffre qui était attendu, c'est l'inflation en France pardon, en Europe qui a descendu encore plus, qui est tombé encore plus que ce à quoi on s'attendait. Donc on était à 2,2%, on s'attendait à ce qu'elle tombe à 1,9%, finalement on est à 1,8%.
Et donc bah c'est une bonne nouvelle, hein, parce que si on arrive sous les 2%, c'est l'objectif, hein, des banques centrales. Donc ça voudrait dire que eh bien les banques centrales ont atteint leur objectif de faire réduire l'inflation à 2%. Donc maintenant on attend de voir jusqu'à la fin de l'année. C'est la donnée de la fin de l'année qui va nous intéresser. Ce qui est intéressant de souligner ici, c'est que c'est l'inflation year on year. Donc ça veut dire que c'est l'inflation qu'on observe de octobre 2023 à octobre 2024. Voilà, donc ce qui nous intéressera, c'est d'avoir une inflation sous 2% sur toute l'année 2024 pour voir un petit peu quel est le résultat de l'année 2024, hein. C'est ce que les investisseurs regardent le plus. Voilà un petit peu aujourd'hui. Voilà, donc on attend les chiffres de l'ISM Service. Donc bah, hier on a eu l'ISM Manufacturing et demain, oui demain, eh bien ce sera les services. Donc bah écoutez, à observer, hein, encore une fois, pour le coup, là on est au-dessus de 50, donc ça veut dire que eh bien l'économie de services aux États-Unis s'étend et devrait s'étendre légèrement plus que le mois dernier. Voilà un petit peu pour ce qui est du calendrier économique. Dernière chose que je voulais pointer, c'est les job openings, donc les positions, les emplois, les offres d'emploi qui se sont ouverts en août. Euh, After two straight months decrease, but hiring was consistent with a slowing labor market. Voilà, donc ce sont des chiffres que la Fed regarde de très près aussi, hein, pour, enfin, pour prendre sa décision quant à la réduction des taux d'intérêt, réduction ou augmentation, mais en ce moment on est plutôt dans une dynamique de réduction, enfin plutôt on est même complètement dans une dynamique de réduction, donc c'est intéressant de suivre ces chiffres parce que la Fed les suit et en fonction de ce que ces chiffres disent, eh bien la Fed prendra différentes décisions. Donc on voit que ici pour le prochain meeting de la Fed qui aura lieu le 7 novembre, eh bien on aura potentiellement, d'après ce que les investisseurs attendent, on aura potentiellement une chute de 0,25% de taux d'intérêt ou de 0,5. Donc c'est le même dilemme qu'on avait le mois dernier. Finalement, on avait une chute de 0,5. Donc pour l'instant, on a des taux d'intérêt qui sont à cette hauteur-là, hein, 4,75%, 5%. Et du coup, la question, est-ce qu'on aura une réduction de 25 bips ou de 50 bips? C'est à déterminer. Et pour un petit peu s'attendre et anticiper ce que dira Jérôme Powell, eh bien, il faut écouter ce qu'il nous a dit hier. Donc ça, on en a déjà fait un point hier sur son speech qui nous expliquait eh bien qu'il n'était pas fixé et qu'ils attendaient de regarder les chiffres eh bien, de l'emploi pour prendre cette décision. Et notamment aussi comment est-ce que l'économie se comporte en réponse à la chute à la baisse des taux d'intérêt de 50 basis points par rapport au mois dernier. Donc bah, ici on peut voir que eh bien le manufacturing en tout cas en réponse à cette baisse des taux d'intérêt n'a pas bougé. On s'attendait à ce que l'économie euh, décroisse moins rapidement que le mois dernier et en fait eh bien l'économie décroît de la même manière pour le manufacturing, pour les services. Eh bien, comme on l'expliquait, eh bien là, on s'attend pour le coup que ça arrête de croître. Voilà. Enfin, en tout cas, non, que l'économie croisse moins rapidement. Non, attendez, pardon, j'ai mélangé le prior et le forecast. Non, alors prior, non, donc on s'attend à ce que l'économie croisse très légèrement plus rapidement que le mois dernier. Voilà, donc est-ce qu'on aura une surprise dans le mauvais sens comme on a eu sur le manufacturing? Eh bien, ça pourrait potentiellement pousser la Fed à prendre des mesures plus drastiques sur la baisse des taux d'intérêt. Donc voilà, affaire à suivre. Et vendredi, on aura le unemployment rate, donc le taux de chômage, qui, comme tu le sais, la Fed a deux mandats, hein, donc c'est le taux d'inflation et le taux d'emploi. Et donc, en fonction des solutions qu'elle prend pour réguler l'inflation, donc c'est-à-dire augmenter les taux d'intérêt et faire du quantitative tightening, donc c'est-à-dire de la suppression de monnaie, et bien ça permet de faire en sorte que l'inflation baisse, mais ça promeut aussi un taux de chômage plus élevé. Donc, si en réponse de toutes ces augmentations de taux d'intérêt et de quantitative tightening, l'inflation va baisser et en fait, si le taux de chômage commence à augmenter derrière, et bien ça veut dire que il sera temps de commencer à baisser les taux d'intérêt. Donc c'est un petit peu ce qui s'est passé dernièrement. Donc le taux d'emploi, enfin l'emploi a commencé à, enfin le taux de chômage a commencé à augmenter significativement aux États-Unis. C'est pour ça que la Fed a commencé à baisser les taux d'intérêt.
Donc c'est pour ça aussi, ce chiffre il va être très important pour voir comment eh bien, le taux de chômage va répondre à la baisse de taux d'intérêt qui a eu lieu le mois dernier. Donc on s'attend à ce que le taux de chômage ne bouge pas. On verra vendredi ce qu'il en est réellement, mais ce chiffre sera très important quant à la décision de la Fed du 7 septembre. Voilà un petit peu tout ce que je voulais dire sur la santé des marchés et les taux d'intérêt. Maintenant, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe sur les charts un peu macro. Donc, on voit que le VIX a augmenté. Donc, ça, c'est certainement en réponse à la situation du Moyen-Orient qui commence de faire de plus en plus peur, hein. Chaque jour, il y a de plus en plus d'attaques, d'incertitudes et de violences dans cette partie du monde. Et du coup, bah, les investisseurs, ils savent pas trop à quoi s'attendre et ben, ils s'attendent à de la volatilité parce que bah, le risque augmente et donc bah, du coup le VIX nous le démontre sur cette charte où il s'envole très significativement. Donc à voir si on va avoir encore un VIX qui continue de partir dans la stratosphère. Donc je suppose que eh bien, ce sera assez synchronisé et dépendant du développement au Moyen-Orient. Alors comme je disais précédemment, le DXY qui nous a fait un petit rebond ici, donc ça c'est dû au fait que eh bien, les investisseurs sortent des assets à risque, en tout cas ils attendent de la volatilité sur les assets à risque et donc ben, ils dérisquent leur position, leur exposition sur ces assets à risque. Et du coup, eh bien, quand ils font ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent du dollar en vendant les assets à risque. Et donc c'est pour ça qu'on voit ici le DXY augmenter significativement, donc on est de retour dans ce range là, donc à voir un petit peu ce qui se passe. Pour l'instant c'est juste un retest de ce milieu de range, hein, à peu près ici. Donc maintenant est-ce qu'on repart vers le haut de ce range là et ensuite on repart à la hausse? Moi sincèrement ça m'étonnerait. Le seul cas de figure dans lequel je verrais ça, c'est si on a comment dire, si la situation au Moyen-Orient devient internationale et que on part en troisième guerre mondiale, là à ce moment-là où il faudrait s'attendre à voir un breakout par le haut et voir le DXY exploser et les assets à risque tomber. Voilà, non, moi ce que je m'attends le plus, ce à quoi je m'attends le plus, c'est de voir un rebond ici, ou même pourquoi pas aller retester ici ce haut de range et ensuite repartir vers le bas. Et de toute façon, moi je pense que avec les élections de manière synchrone avec les élections présidentielles, on verra un breakout très net ici avec potentiellement un petit retest et ensuite le DXY qui partira vers le bas pour montrer un feu vert clair des investisseurs qui re-risquent et qui repartent dans les assets à risque. Voilà, donc c'est mon anticipation, hein, c'est pas une science exacte évidemment, tu sais comment se comportent les marchés, impossible d'être sûr de quoi que ce soit, mais en tout cas moi c'est le scénario que je pense le plus possible. L'or, bon rien de nouveau, on en parle un petit peu tous les jours, hein, donc bah là on est en train de, on a l'air de refaire un top, mais on n'arrête pas de faire des plus hauts sommets, plus hauts creux sur l'or. Donc là, on fait un plus haut sommet. On vient de faire un plus haut creux, donc est-ce qu'on continue? Eh bien, ce serait pas étonnant. Un trend sur friend, donc eh bien l'or, moi, il faut que je me rende à l'évidence que, eh bien, pour l'instant, il y a du momentum, que la trend est extrêmement haussière. Et moi qui arrête pas d'appeler un top sur l'or, eh bien il faut que je me rende à l'évidence que eh bien j'arrête pas de me tromper. Donc pour l'instant, la direction c'est up sur l'or et jusqu'à preuve du contraire, eh bien les dips sont des opportunités d'achat. Euh, Juste pour finir sur l'or, opportunité d'achat, moi je pense court terme, on est quand même sur des niveaux qui sont sans précédent sur l'or, du coup ça me paraît quand même être relativement risqué d'acheter à ces niveaux-là pour garder de l'or sur du très long terme. Voilà. Le pétrole, donc comme je l'ai dit précédemment aussi, on avait identifié ce support-là il y a déjà un petit moment, on a rebondi sur ce support, et maintenant on est reparti à la baisse, on a rebondi encore une fois sur ce support, et maintenant on repart à la hausse. Donc eh bien on peut voir ici en fait que eh bien il y a beaucoup de volatilité, beaucoup d'inattendus quant à la situation au Moyen-Orient. Donc affaire à suivre. Là, moi, je suis pas expert suffisamment du pétrole pour avoir une lecture comment dire, avoir une lecture vraiment précise et créer des scénarios relativement précis sur l'oil. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qu'il faut suivre parce que c'est très dépendant de la situation au Moyen-Orient et vraiment c'est une réaction. Comment dire, la réaction de l'oil vont vraiment être synchronisées avec ce qui se passe au Moyen-Orient. Voilà donc les taux d'intérêt, on avait fait un petit tour dessus hier il me semble. Pardon. Donc alors maintenant les assets à risque, donc on voit et bien du coup exactement l'inverse de ce qui se passe sur le DXY, hein. Sur le DXY on a vu une réaction à la hausse et bien sur les assets à risque on voit une réaction à la baisse. Donc exactement comme expliqué précédemment.
les investisseurs sortent des assets à risque parce qu'ils les estiment trop risqués pour l'instant et retournent dans le dollar. Donc c'est un petit peu, voilà, on va aller très vite, hein. C'est un petit peu ce qu'on observe du coup sur tous les assets à risque du monde entier. Donc voilà, le Dow Jones, le Russell, tout part à la baisse, le Nikkei, pareil. Voilà, donc l'Eurostock, le CAC 40. Et Hong Kong qui lui pour le coup continue d'exploser à la hausse, donc bah, c'est certainement dû au stimulus chinois. Et la Chine qui était fermée hier, oui, qui était fermée depuis lundi en fait. Je sais pas pourquoi, donc bah, peut-être qu'ils sont en vacances, j'en sais rien. Maintenant, pour aller voir notre copain le Bitcoin, eh ben, on observe des trucs similaires au S&P 500, hein, parce que même si le Bitcoin se veut être un store of value, ça reste aujourd'hui toujours un asset à risque. Et donc du coup, eh bien, comme tous les assets à risque, on observe que les investisseurs ont dérisqué et beaucoup de liquidations en réponse à ce drop vers le bas ont eu lieu. Donc on peut le voir ici, des pics de liquidation assez importants. Donc ce sont les longues qui se sont fait exploser la tronche. Voilà. Donc c'était attendu, hein. De toute façon, c'est un petit peu, je l'ai call hier quand on a vu que cette trendline avait été cassée vers le bas. J'ai dit que ce ne serait pas surprenant qu'on aille faire un retest du mid-range et même du mid. Euh, voilà, de ce tunnel ici, de ce canal de comment dire, canal d'accumulation et d'aller faire un retest. Donc j'avais dit entre 58 et 60, donc on est tombé à 60 000. Ce serait pas étonnant pour moi que ça continue un petit peu. Donc à voir un petit peu ce qui se passe. On voit que eh bien ce scénario de pré-pump que j'avais identifié. Ça sert à rien, on va le virer. Ce scénario de pré-pump que j'avais identifié il y a déjà quelques semaines, eh bien, il a l'air de se réaliser, donc un petit peu en retard, hein. Enfin, non, pardon, un petit peu plus tôt que ce que j'avais anticipé, parce que j'avais anticipé que la réaction serait synchronisée avec les élections américaines. Bon, on voit que, eh bien, en termes de timing, j'ai été un petit peu trop pessimiste, mais en tout cas, le move est là, et je pense que c'est tout à fait ça, hein, de voir un Bitcoin corriger en début de bull run pour que les gens se disent ah bah c'était un short squeeze blablabla et que les gens redeviennent bears et ensuite on part à la hausse une fois qu'on a sorti tous les permabulls. Voilà, donc alors bah Ethereum. Est-ce que ça vaut bien le coup de refaire un point encore dessus? Je ne crois pas, hein. Enfin pour l'instant Ethereum dead, c'est le scénario que j'avais identifié comme étant le plus probable. Eh bien il a l'air de se produire, hein. Pour l'instant c'est exactement ce que j'avais anticipé. Comme on le voit là sur le dessin violet, un drop vers le bas, une réaction, un retest de ce support qui est devenu du coup une résistance et ensuite on repart vers le bas. Donc c'est un petit peu ce qu'on observe avec beaucoup plus de volatilité et d'amplitude que ce que j'avais anticipé, mais en tout cas c'est ce que j'avais anticipé et du coup ensuite pour transparence, hein, moi je suis sorti à peu près ici. J'ai vendu tous mes Ethereum, je les ai échangés contre d'autres cryptos que j'ai listés hier. Donc tu pourras regarder le live d'hier si ça t'intéresse de savoir contre quoi j'ai échangé mes Ethereum. Mais en tout cas, moi je suis sorti. Et pour l'instant, on repart vers le bas. Et du coup, on peut commencer à identifier sur Ethereum, enfin commencer à identifier, non. On voit qu'il y a une continuation de plus bas sommet, plus bas creux, plus bas sommet, et maintenant when plus bas creux, hein. Voilà un petit peu la situation sur Ethereum qui est plus que dépressive. Enfin pour moi, vraiment le scénario Ethereum is dead est de plus en plus probable. Encore une fois, je le redis, ça ne veut pas dire que Ethereum durant ce bull run ne va pas performer, ça veut dire que pour moi Ethereum va sous-performer par rapport au Bitcoin et au reste du marché crypto. Pour l'instant. Après, peut-être que dans un avenir plus ou moins proche, Ethereum va se ressaisir, rebondir et que on aura un super bull run sur Ethereum, mais quoi qu'il en soit, on aura potentiellement de très bonnes opportunités d'acheter de l'Ethereum encore plus bas contre le Bitcoin. Pourquoi pas, si on peut identifier des niveaux plus long terme, pourquoi pas aller chercher des 0.029 ou même encore plus bas ici 0.023 etc. Et pourquoi pas ce niveau ici vraiment super bas dans un cas pessimiste, dans un cas très pessimiste. Bon, ça m'étonnerait que ça aille aussi bas. Après, on ne sait jamais, hein, dans un scénario où Ethereum est vraiment mort, mais à mon avis, si Ethereum atteint des niveaux aussi bas, c'est que vraiment ça ne sert plus à rien d'acheter Ethereum et que votre argent sera mieux investi ailleurs. Petit tour sur les dominances. Alors, on voit ici que le Bitcoin a réintégré son range d'accumulation ici. Donc ça, c'est
Je sais pas à quoi c'est dû, mais enfin voilà, c'est intéressant à observer que, eh bien, on a fait un petit drop vers le haut qui a été synchronisé avec le top du Bitcoin à 64K ici. Non, même c'était plutôt par ici. C'est-à-dire que pendant la fin de la montée, les altcoins ont plus performé que le Bitcoin, ce qui est assez intéressant. Mais maintenant, on voit qu'on redescend au profit eh bien, des alts. Merde. Virus descend, moi il est parti tout seul, très bien. Au profit des alts, voilà. Et donc, pas d'Ethereum, mais au prix d'autres alts. Donc on voit que eh bien, la dominance de Solana, pour le coup, elle augmente un petit peu. Et la dominance du Doge, qui, elle, a augmenté vraiment significativement. Donc on a vu, synchroniser à ça, beaucoup de meme coins surperformer aussi. Hein. Donc c'est assez intéressant de voir que le Dogecoin, la dominance du Dogecoin est toujours un très bon indicateur quant à la santé des meme coins. Mais là, pour l'instant, eh bien, on a une réaction très nette ici. Donc, eh bien, si on voit que sur toutes les dominances, on a une chute, eh bien, c'est au profit de quel type de crypto? Eh bien, ça va être au profit, évidemment, des stablecoins. Et ce qui est normal, hein, de la même manière qu'on observe le DXY performer quand on voit les assets à risque sous-performer, quand on voit le Bitcoin et les ALT sous-performer, c'est tout à fait normal que l'on voit les, euh, les, pardon, les stablecoins prendre du volume de trading. Voilà un petit peu sur les charts qu'on voulait regarder ici. On a déjà fait un petit tour sur les liquidations. Ce qui est intéressant de voir, c'est que, eh bien, même si on a eu des liquidations assez importantes, la réaction des traders, c'est de longue directe. Hein. On voit le funding rate ici qui est massivement positif. Et donc du coup, eh bien, ça veut dire que en réponse à ces liquidations, les traders longues. Et en effet, on l'observe sur la liquidation heatmap. Non, pardon. On observe exactement l'inverse sur la liquidation heatmap parce que ce qu'on voit, c'est que les clusters de liquidité à aller chercher, donc les trades à aller défoncer, eh bien, ce sont les shorts. Et donc du coup, beaucoup de liquidité au nord. Donc ça veut dire que les investisseurs sont massivement short. Donc peut-être que ma lecture du funding rate a été inversée à ce que, enfin, à ce qu'il est censé nous dire, c'est possible. Quoi qu'il en soit, cette liquidation heatmap, je suis beaucoup plus familier avec elle qu'avec la lecture du funding rate, donc j'ai plus de confiance en la lecture de cet indicateur que de celui-ci. Du coup, bien pour moi, là, les liquidités sont au nord, et donc du coup, après le retest qu'on a identifié ici à 60K, eh bien ce ne serait pas surprenant que l'on ait une réaction vers le haut. Pourquoi pas aller retester cette trendline? Et ensuite, que se passe-t-il? Est-ce qu'on réintègre au-dessus ce qui serait synchronisé avec une réinsertion dans ce haut de range? Ou alors, eh bien, après ce retest, est-ce qu'on repart vers le bas pour aller refaire un test de bas de range ou même de ce milieu de canal à peu près ici? Eh bien, ça, affaire à suivre. Voilà, donc ça, je sais pas, pour moi il y a 50-50% de chance pour que chacun de ces deux scénarios se produise. Voilà, ensuite tout ce qui se passe sur les charts, je voulais pointer ce fait dans la crypto, donc eh bien Donald Trump qui nous parle de son coin, du World Liberty Fee, donc je sais pas du tout quoi en penser. Pour moi, je pense qu'il se tire une balle dans le pied parce que les launches de tokens comme ça qui n'ont pas forcément de but très précis, et bien ça a quand même pas très bonne réputation, même dans les cryptos. Donc je sais pas s'il fait ça pour s'attirer la sympathie des crypto bros, mais je pense que eh bien les crypto bros sont les moins dupes quant à la génération de ce token. Et donc je sais pas, peut-être qu'il le fait avec beaucoup de volonté, peut-être que c'est son équipe de publicité qui le pousse à faire ça. Quoi qu'il en soit, moi je pense que c'est une très mauvaise idée de sa part et que là en fait il passe pour un scammer et c'est dommage en fait. Je pense que c'est pas bon pour sa campagne. Bon, c'est comme ça. Ensuite, je vois qu'on a un petit peu de temps, donc on va aller faire un tour du côté de deux trois cryptos que j'avais noté de côté, voir un petit peu ce qui s'y passe. Donc, je pense que ce qu'on va observer sur toutes ces cryptos est assez similaire. Hein. Donc, on voit que, eh bien, il y avait un falling wedge qui a été identifié. On va voir que c'est assez similaire sur toutes ces cryptos. En fait, elles sont juste à des stades plus ou moins avancés. On observe un falling wedge, une sortie de ce falling wedge et ensuite, eh bien, une zone d'accumulation. Donc, ici, depuis la dernière fois qu'on a fait cet exercice, on voit que eh bien, une zone d'accumulation ici a l'air de se former. Voilà, donc à voir maintenant, ce qui sera intéressant, c'est de voir un breakout de cette zone d'accumulation pour pouvoir prendre position. Ou alors, eh bien, si tu veux prendre position avec plus de risque, tu peux prendre position dans cette zone d'accumulation, voire vers le bas. Auquel cas, il faudrait pas être surpris de voir une continuation hein,
du prix vers le bas, mais voilà, donc ce sont à peu près des patterns que l'on va identifier un peu de partout à différents stades. Donc Saga, on voit que, eh bien, donc exactement de la même manière, falling wedge, zone d'accumulation, et cette fois-ci on est sorti de la zone d'accumulation, et donc du coup, eh bien, un retest ici de la zone d'accumulation pourrait être un bon niveau d'entrée potentiel. De la même manière, Rose, donc lui pour le coup, il n'est pas encore sorti du falling wedge, on voit une réaction sur le sommet de ce falling wedge. Super, et ben pour l'instant pas de zone d'accumulation, hein. On voit que le prix est sorti direct, retest du falling wedge et ensuite on repart vers le haut. Donc eh bien on voit que celui-là est très pressé de faire des plus hauts sommets, plus hauts creux. Donc voilà, ça peut être assez intéressant de rentrer maintenant ou en tout cas attendre une petite réaction sur Super pour rentrer. Assez intéressant celui-là. FXS, donc alors lui pour le coup, le Falling Wedge, on est encore dedans. Lui il est assez dégueulasse, hein. Je sais même pas pourquoi je l'avais noté, je crois en violet, ça veut dire qu'on est beaucoup trop tôt. Donc là je le regarde de très loin. Quick, donc, eh bien, ici on peut voir Falling Wedge, sortie du Falling Wedge, et maintenant on est dans la zone d'accumulation. Donc je vais dessiner zone d'accumulation ici. Regardez de près. FTM, donc là le move est quand même déjà assez initié, enfin même de manière assez violente, hein. Moi je pense que ce qui sera intéressant si tu veux rentrer sur si tu veux rentrer sur FTM, ce qu'il faudrait attendre c'est une réaction soit de la neckline ici, hein, tac, soit une réaction carrément au retour du test de cette zone d'accumulation. Ce sont les deux zones d'achat assez intéressantes sur FTM selon moi. Ensuite c'est l'eau que j'avais dû regarder il y a un moment parce que le Falling Wedge précédent, j'avais identifié le Falling Wedge précédent. Maintenant, on a eu un retest ici. C'est l'eau. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de noter ce Falling Wedge ici. Tac, et de voir que, eh bien, on pourrait même le noter là, peu importe. Voilà, de noter là, ici un breakout, un retest, et ensuite on repart vers le haut. Et du coup, en fait, on pourrait noter la zone d'accumulation à peu près par là, comme ça, et voir que, en fait, on est déjà sorti de cette zone d'accumulation. Et du coup, maintenant, ce qui nous intéresserait pour rentrer, c'est un retest de cette zone d'accumulation. Voilà, donc ici c'est à peu près pareil, hein. De toute façon, comme je disais, c'est des patterns qui sont tout à fait similaires, juste à des stades différents. On a eu un false breakout, réintégration de la zone d'accumulation, et maintenant on a l'air d'avoir un vrai breakout avec retest, donc ça peut être assez intéressant de rentrer sur le Zeus maintenant. Donc Sui, pour moi j'ai complètement loupé le move, hein. Je regardais ce token depuis un petit moment quand il était sous les 1 $. J'ai loupé cette zone d'accumulation ici malheureusement, le breakout, et puis là il est parti sans attendre personne, hein. Donc là pour l'instant Sui, pour moi, pour l'instant c'est trop tard, à moins d'une réaction vraiment, comment dire, à moins d'une réaction très violente vers le bas, et que bah, les investisseurs de Sui deviennent très riches, pour moi c'est trop tard. Ça pourrait évoluer, hein. Comme je le dis ici, il y a une réaction suffisamment violente pour repartir vers le bas. Ça pourrait être pour moi une raison suffisante pour entrer dans le SUI qui a des fondamentaux très intéressants. Le rune alors là parfait sur le rune, falling wedge, breakout du falling wedge, retest, sortie, breakout de la neckline et donc de la zone d'accumulation qu'on identifie ici, et maintenant retest. Donc alors là rune pour moi il est tout à fait mûr, très intéressant si tu veux rentrer sur rune, c'est le moment. Manta qui a un pattern tout à fait différent et qui est en train de retester le haut de ce tunnel d'accumulation. Donc, eh bien, ce qu'on voudrait voir, il y a deux trades possibles, hein. Soit on part vers le bas et on veut acheter ici en espérant que eh bien, la prochaine fois qu'on part vers le haut c'est le breakout. Ou alors on attend le breakout avec peut-être un retest et on achète ce retest. Ou parce que acheter maintenant en fait avant confirmation c'est là où c'est le plus risqué, hein, parce que là pour l'instant on n'est pas encore sorti de ce tunnel d'accumulation, donc une réaction est tout à fait possible vers le bas. Donc voilà. Et si on voit un breakout, il est tout à fait possible qu'on voit un retest pour acheter à peine au-dessus, mais avec plus de confirmation et donc moins de risques. Voilà un petit peu la situation sur Manta Protocol. Ensuite, on va continuer. Donc sur TLM, on voit que on a cassé cette trendline, ce falling wedge qu'on a retesté, et que maintenant on est en plein dans la zone d'accumulation. Donc ça peut être intéressant d'acheter avec risque TLM maintenant. ARPA, similaire, exactement pareil. ETHFI, exactement pareil. Ici exactement pareil, donc comme tu peux voir vraiment ce sont ici exactement pareil. On n'a pas encore eu le retest de cette trendline, mais vu qu'elle est assez, comment dire, assez abrupte, eh bien c'est pas nécessaire qu'on observe un retest de cette trendline, parce que si on observe un retest de cette trendline, ça voudrait dire qu'on casserait les plus bas lows, et donc ce serait pas nécessairement bearish, mais en tout cas on observe ce canal d'accumulation.
on observe ce canal d'accumulation dans lequel il peut être intéressant de se positionner sur combo. Donc voilà, donc on va pas tous les faire hein, parce qu'il y en a beaucoup. Je pense que de toute façon, tu as compris à peu près la logique, hein, falling wedge, zone d'accumulation, et puis ensuite breakout de la zone d'accumulation. Voilà un petit peu pour aujourd'hui, tout ce que j'avais à dire. Donc je te souhaite une très bonne journée de trading. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre, soit en commentaire, soit dans le live de demain si je pense qu'elles valent vraiment le coup d'en parler. Quoi qu'il en soit, je te souhaite une excellente journée et puis bah, je te dis à demain. Ciao!